veux complimenter Mathéo. Mathéo, bien vu. Il est très beau, Mathéo. Tu m'as gagné. Moi, je voyais Adesanya décision. Faut lui rendre faut le féliciter. Bravo, Mathéo. Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir, et on se retrouve aujourd'hui pour un podcast pour faire le récap de ce qui s'est passé à l'UFC d'hier, parce qu'on enregistre tôt cette semaine, avec une carte assez incroyable pour les Français notamment, qui a vu de très belles performances de la part de combattants qu'on suit et qu'on apprécie beaucoup. Aujourd'hui, je suis avec mes compères habituels, moins Jérémy, parce que Jérémy est un homme occupé. Je suis avec Mystic Matt. Comment ça va, Mystic Matt ? Franchement, là, je peux pas aller mieux, en tout cas. Personnellement, en tout cas, avec la victoire des deux Français hier. Donc, franchement, impeccable. Et vous remarquerez qu'il a soigné sa tenue pour que ça soit bien raccord avec le fond, parce que là, il s'est dit, pour cette occasion, il faut faire les choses bien. Voilà, remarquez-le. Je suis aussi avec Mounir. Mounir qui n'a pas soigné son fond et le fait d'être assorti. Lui, il n'est pas content. Et il a de quoi, parce qu'on va vous expliquer ça dans pas longtemps. C'est la street et on est complètement anéanti par la soirée d'hier. on criera au vol jusqu'à ce qu'on n'ait plus de corde vocale. Non, je rigole, vas-y, ça va, tout va bien. Et je suis aussi avec Shadowski. Comment ça va ? Shadowski qui a aussi soigné son fond, comme vous pouvez le remarquer. Effectivement. Non, ça va les gars, top. Donc on va parler de cette soirée d'hier qui était à des heures particulièrement agréables pour les Français, parce que la carte a commencé... à quelle heure ça a commencé ? 15h. 15h, ah c'était bien ça, c'était bien. Voilà, avec un main event aux alentours de 18h. Et qui s'est 20h30. Non, ça c'est la main card. Ouais, pardon, la main card, autour de 18h et main event autour de 20h30. Donc très agréable, on a pu voir ça en étant frais, pas à 4h du matin, pas avec des yeux comme ça, là, pas avec le café pour essayer de tenir. Non, c'était cool. Et les juges aussi, ils étaient frais parce qu'ils ont donné les bonnes décisions. Voilà, je tiens à le dire. Donc, en premier... On va parler du plus gros événement de cette KT, c'est Nassourdine Imavov qui a mis KO Israel Adesanya en striking. Très bon game plan, incroyable ce qu'il a fait. Adesanya qui est venu beaucoup plus frais que ce que j'imaginais physiquement. J'avais remarqué qu'il était sur un certain déclin en termes de vitesse et de réactivité dans ses deux derniers combats. Et là, il m'a surpris. Je sais pas vous, mais premier round, je l'ai trouvé rapide, je l'ai trouvé léger, plein de feintes. Je trouve ça bien. Bof, Mounir. Je suis moyen convaincu par ce que tu dis, parce que en fait, c'est pas le Adesanya habituel qu'on a vu. C'est un Adesanya très agressif qu'on a vu au premier round. Habituellement, les premiers rounds, il n'est pas agressif, Adesanya. Il est beaucoup dans du décodage. Il regarde ton style, il regarde ton striking. Il enregistre les infos et il traite les infos pour ensuite te contrer derrière. Là, c'était pas le cas. Il a beaucoup débité au premier round, ce qui n'est pas habituel de sa part. La plupart du temps, au premier round, il fait en sorte de gagner le premier round en te rouant de low kick et en regardant ce que tu fais. Là, ça n'a pas vraiment été le cas. Il a un peu. Ouais, je pense qu'il essaye de se rattraper contre Strickland. Il a eu l'impression d'être un peu passif. Je pense que là, il essaye de prouver quelque chose aux autres et à lui-même. Je pense que c'est le combat de la rédemption entre guillemets pour lui, mais ça s'est pas passé comme il le voulait. Et non, Adesanya, j'ai pas l'habitude de le voir aussi offensif dès le premier round. Je pense que après c'est peut-être une analyse de mental de comptoir, je n'en sais rien, mais je pense qu'il n'a pas estimé Nassourdine à sa juste valeur. Pour lui, c'était juste un combat de retour. Et forcément, un combat de retour, on ne prend pas un adversaire de ton calibre en général, de manière générale. Et je pense, après c'est peut-être erroné ce que je raconte, mais je pense qu'il a vu Nassourdine un peu comme un combat de retour et vraiment pas à son niveau du tout. Et premier round, c'est pour ça qu'il s'est permis de débiter et de montrer un peu son panel technique. Le premier round, il le prend très largement, ça, il n'y a aucune discussion à avoir là-dessus. Et là où ça pose problème, c'est que j'ai pas l'impression que les coups d'Adesanya heurtaient plus que ça Nassourdine, en fait. J'ai pas l'impression que ça le déroutait tant que ça Imavov. Ouais, mais ça a toujours été comme ça. Adesanya, effectivement, les premiers rounds surtout, c'est dans le volume qui fait mal. Et la précision, parce que tu vois par exemple contre Costa,
il n'y a aucun coup qu'il a mis qui était vraiment douloureux dans les premiers rounds, mais par contre, il a haché la jambe toujours au même endroit jusqu'à que Costa puisse plus avancer. Ensuite, il y a beaucoup de cas dans les combats, il fait mal, surtout en contre, parce que ses contres sont vraiment bien placés, vraiment bien timés, et que... Pardon ? Était. Oui, ils étaient, oui. C'était son style. Donc là, oui, effectivement, je l'ai trouvé différent aussi. Peut-être, effectivement, qu'il a pris Nassourdine un peu à la légère en se disant c'est un striker, et en striking, moi, je m'y connais, je suis probablement le meilleur technicien de la KT, donc ça va le faire. Mais il a été surpris par quelque chose. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que pour moi, c'est pas un KO par hasard. C'est pas non plus lié au IPOC. Enfin, moi, je crois pas trop ce genre de truc. Parce qu'il y a eu un petit IPOC juste avant la séquence de fin, et Adesanya a décidé de ne pas prendre le temps supplémentaire qui lui était offert par l'arbitre. Je pense que le KO est issu d'une lecture du jeu d'Adesanya. Effectivement, il a tendance à attraper les mains, à vouloir gêner avec ses mains tendues, avec ses bras tendus, surtout en garde ouverte. Et là, c'est sur ça que Nassourdine a joué. Oui. Tu sais que cette situation-là, elle fait débat aux US. Hein. Pour eux, il aurait dû prendre le temps de repos parce que le KO vient juste derrière. Et, ouais, tout le monde dit il a fait une Pereira inversée. Ouais, voilà, il a fait une Pereira inversée, mais beaucoup d'Américains qui disent que c'est de sa faute, Adesanya. Mais il aurait dû prendre le temps de revenir et ils sont persuadés. C'est pour ça qu'il me vénère cette carrière, il me vénère. Au lieu d'applaudir la performance de Nassour, ils se disent c'est parce qu'Adesanya n'a pas récupéré du IPOC, entre guillemets, que Nassourdine a pu placer son overhand. Faut arrêter. Oui, mais ça sera toujours. Moi, je suis pas d'accord. Surtout quand il y a une légende. Avec un le disent. Oui, mais quand il y a une légende, ça sera toujours comme ça, on trouvera des excuses. Comme quand on dit oui, mais Oumar, s'il a perdu, c'est parce qu'il avait la main cassée. Mathéo, vas-y. Non, ce que je voulais, pour revenir sur la phase du chaos, c'est plus dans le sens où, suite au hypo, quand il recule, il switch de stance, et c'est à ce moment-là qu'Imavov il envoie. Et c'est juste que Imavov a capitalisé au bon moment. Non, il switch de stance parce que Nassourdine feinte. Il le feinte. Oui, il y a les feintes aussi. Exactement ce que Nicolas Haute lui a dit dans le coin à la pause de la première reprise. Il écoute à la lettre ce qu'il lui a dit. Il lui a dit feinte avec ta jambe avant, ton bras avant, feinte, et t'inquiète, ça va passer. Et effectivement, c'est passé direct. Ouais, après, il a attaqué au moment du switch. Non. Il lui a aussi dit t'es meilleur que lui en anglaise ou quelque chose comme ça, en tout cas. Non, il lui a dit aie confiance en ton anglais. Il est pas meilleur que toi. Il est pas meilleur que toi. Ouais, c'est ça. Donc, et d'ailleurs, je connais des gens qui disent ouais, quand même, il abuse, c'est Adesanya en anglaise, tu peux pas lui dire ça. Moi, je suis d'accord. Nassourdine est meilleur en anglaise. En anglaise, si. Pied-point, Adesanya est meilleur que Nassourdine en pied-point. Oui. En anglaise, Nassourdine est meilleur qu'Adesanya. Oui, voilà. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Pour moi, c'est tout à fait pertinent de dire ça à Nassourdine. Et il a bien fait de faire ça, parce que regarde, si tu le respectes pas trop, Adesanya, t'oses rentrer, tu restes pas à distance de kick, ce qui est la pire chose à faire avec Adesanya, je pense, et tu peux te permettre de profiter de certaines ouvertures. Shadowski, oui. C'est une constante qu'on commence à voir chez Adesanya qui pose vraiment problème. Il n'aime pas la pression. En fait, il a un style qui, à la base, qui était censé être un style de contreur, mais quand tu arrives à, entre guillemets, à décoder les contres, tu arrives à anticiper un peu les contres qu'il va te faire. Non, mais c'est pas ça. En 2025, c'est juste que là, il est fatigué, quoi. Il a 35 ans. Il est fini, Adesanya, il est finito. Parce que déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'avant, il avait quand même un menton de fou. Tu vois, contre Pereira, en fait, on avait sous-estimé pour le premier combat à quel point Pereira tapait fort. Et maintenant qu'il est en heavyweight et comment tu vois qu'il était tout le monde, tu dis, bon, ok, il tapait fort. Et tu vois qu'Adesanya, il prenait quand même de belles patates et il était toujours là. Donc, il avait un sacré menton, Adesanya. Et puis surtout, ses temps de réaction, ils étaient quand même incroyables. Donc, peut-être qu'il y a des choses, il aurait pris le coup, mais il aurait trouvé une technique pour que ça puisse quand même continuer. Mais maintenant, en 2025, après tout ce qu'il a donné, il s'est donné quand même en combat. Les duels contre Pereira, ça a quand même pris son âme, tu vois, c'est un truc énorme. Là, il est fatigué, ralenti, donc forcément, c'est différent. Je pense pas que ce soit vraiment d'un coup, les gens, ça y est, on voit les patterns, c'est pas que ça, c'est tout simplement qu'il y ait de fatigue. Shadowski, est-ce que tu veux ajouter un truc sur ça?
Tu as d'autres Ouais. trucs à dire, je pense. Par rapport à la notion que Adesanya respectait pas avant le combat Imavov, je suis pas trop d'accord. Si tu regardes les espèces de countdown qu'ils ont fait, c'est pas un main event, donc c'est pas un pay-per-view, donc pas de countdown. Il respectait vraiment, vraiment beaucoup Imavov. Il disait qu'il est slick. Il disait qu'il est slick. Bon, c'est factuel, frérot. Tu peux pas être en Il désaccord connaît avec même des pas trucs son nom. factuels. Il connaît même pas son nom. Ça, c'était Il du dit trash talk. Romanov. Il se trompe, c'est tout. Mais il a dit he's slick. Je pense qu'il faut Qu'il exprès. qu'il a fait le camp de sa vie, frère. Il a ramené Volk, il a ramené toute la team. Il voulait vraiment, c'était son moment de rédemption. Donc, je pense qu'il a respecté Imavov. Il ne faut pas enlever du crédit à Imavov en disant qu'il ne s'est pas fait respecter. Aussi, Matteo, il a bien fait de soulever, et du coup, Mounir aussi, bien fait de soulever l'exploitation de la faille. C'est la faille du hand trap d'Adesanya quand il change de garde. Ça a été bien fait bien exécuté par Imavov. Je pense qu'ils ont travaillé là-dessus. D'ailleurs, selon Imavov, c'est ça la fameuse surprise dont il parlait. Ah, aussi. Imavov, je voyais Imavov avoir plus de succès en lutte. Tu vois les derniers combats d'Adesanya, sa défense de lutte contre la cage qui était irréprochable pendant son règne, elle commence à baisser un peu en qualité. Les derniers combats, ça lui arrivait de se faire amener au sol et je voyais Nassour, même si c'est pas principalement un lutteur, je le voyais avoir plus de succès là-dessus. Donc Adesanya a bien taffé tout ce qui est Wheezer, Scramble, tout ça. Ça, il faut lui donner du crédit par rapport à ça. Moi, Mais je savais que ça se passerait comme ça. Parce que, en fait, comme il s'est fait soumettre, c'était une première carrière. Il devait bosser. Ouais. Ah, moi, je suis sûr qu'il avait bossé comme un malade. Ouais. Il s'est dit, bon, là, je me suis fait avoir, donc je savais que ça ne retournerait pas au sol. Mais oui, dans tous les cas, je pense que si Nassour avait eu des positions comme celle que Dricus a eu, je pense qu'il aurait fini le combat par soumission. Mais Adesanya n'a pas laissé le combat aller dans ces positions-là. Donc, il faut vraiment lui donner du crédit par rapport à ça. Je pense plutôt, juste pour revenir sur le truc que tu as dit, comme il disait Nicolas Haute pendant le combat, en gros, c'était que Imavov attaquait trop haut au niveau du tronc de Adesanya, que c'était trop compliqué de l'emmener. Et il lui disait de plonger beaucoup plus bas et carrément jusqu'à prendre la cheville, tu vois, vraiment aller au plus bas. Ouais, mais quand tu fais ça, lui, Adesanya, il étend les jambes, il fait limite un grand écart. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, mais je pense que c'est plus facile comme il le disait. Après, c'est sûr que Adesanya, c'est un striker qui a fait que de bosser justement sa takedown defense. Donc, concrètement, contre la cage en plus. Ouais, c'est ça. Sinon, par rapport à l'agressivité d'Adesanya, moi, j'ai ressenti la même que contre Dricus. C'est juste en fait que l'output en face était pas là. Donc, il pouvait se permettre d'y aller. Contre Dricus, il y allait très fort dès le début. Jusqu'au 3e round. 4e round, c'est Dricus qui commence à reprendre un peu le momentum, mais c'est en fait son approche des derniers combats qui est plutôt agressif. On sent qu'il a envie de prouver quelque chose, parce qu'il était sur une petite série. Sinon, pour la suite, moi, j'ai envie de lui donner un combat de retraite, pour le coup, là. 35-36 ans, c'est... Moi, je sais. Moi, j'ai une idée. Il y a beaucoup d'idées. Ouais. Et moi, je lui donnerais pas un Antonio Hernandez, je sais pas comment il s'appelle là. Non, mais là, plus. Il faut un nom. Ouais, je lui donne pas Caio non plus. Donne-lui MVP et par là. Bah oui, donne-lui MVP, voilà. Ah, moi, j'ai une autre idée, moi. Mais un truc plus safe qu'MVP encore. Ouais, moi aussi, pourquoi pas lui redonner. Pour moi, MVP. Ouais, aussi. Ah ouais. Je crois que t'as la même idée que moi, Shadowski. Ouais, moi, Jerry le sait. Moi, je veux soit Costa, soit Vettori. Ah, là, on est tellement ensemble. Costa, moi, je veux un rematch. Franchement, ce serait. Costa, au moins, t'es sûr qu'il va gagner. Ouais, c'est ça. Et il y aura un petit beef, il y aura peut-être encore du trash talk. En plus, c'est pas comme Vettori, là où ça ferait une trilogie. Je vois pas l'intérêt d'une trilogie. Alors, par contre, vraiment, Vettori, c'est relou. Hein. Personne ne veut voir ça. Adesanya veut pas voir ça. Le public veut pas voir ça. Dana veut pas voir ça. Moi, je veux pas voir ça. Personne ne veut voir ça. Et je pense qu'il n'y a que Vettori qui pourrait le vouloir. Pour Imavov, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Pour Imavov, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est Caio. Hein. Il n'y a personne d'autre que Caio. Moi, j'ai pas envie de voir ça. J'ai envie juste qu'il l'attende. Il a sécurisé sa place en battant Adesanya. C'est pour Chimaev. Il va attendre un an s'il attend Chimaev. Ouais, mais... Au moins là, s'il bat Caio... Soit backup. Il peut être backup. Ouais, c'est vrai. S'il bat Caio, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui va arriver. Genre, il va combattre Caio. Je sais pas s'il va gagner, parce que moi, je suis très pro Caio. S'il combat Caio et qu'il le gagne,
il sera indiscutable en tant que Ah bah contender. ouais. Ça sera un des Mais contenders les plus il l'est indiscutables déjà. que j'ai vu. Il n'y a personne. Pour moi, qui- il est déjà aussi, ouais. Il Ces devrait 4 l'être. derniers combats, c'est Il 4 devrait top 10. l'être. Il y a 2 Il top 10, devrait 2 l'être. top 5. Il est indiscutable. Il devrait Ah. l'être, mais c'est Yashimaev. C'est ça le problème. Après, pour moi, ça Shimaev, sera. il a l'aura marketing. Ça sera. Mathéo, vas-y. Non, je t'avais dit, ce sera soit Boralo, soit le perdant de GGP contre Strickland. Parce que si Strickland perd, moi, je pense qu'Imavov il va tout faire pour reprendre un Strickland. Et c'est pas une bonne chose, moi, je trouve. Non, moi non plus, j'aime pas. Moi, je pense Il sera- qu'il faut attendre pour il sera le pas title shot. Je pense qu'en plus, tu vois, le dernier à avoir fini Adesanya, ben, c'est le champion. Forcément, ça, on fait un lien. Quoi. On se dit, ah, c'est intéressant. Et DDP contre Nassour, on a envie de voir ça. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi pas en backup de Shimaev contre DDP ou Strickland? Ouais, grave. Ça, tu Mais ça remplaces Il un, pourrait, Ouais, mais on est maintenant, pas sûr. tu réalistiquement, remplaces un Dagestanais par un Caucasien par un autre. Hop, hop, personne n'y voit rien. réalistiquement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire un title eliminator avec Caio. Je connais Dana White, je connais les matchmakers, c'est ce qui va se passer. Et c'est un peu bourbier pour Nassourdine en 5 rounds, Caio. Mais Qui pourquoi va title continuer d'avancer. eliminator? Pourquoi title eliminator? Il est légitime, la Sourdine. Ses 4 derniers combats, c'est Mais 2 on top te 5. dit pas qu'il n'est pas légitime, frérot. On te dit qu'il y a un mec. Ouais, c'est juste, Il y a un mec c'est qui a juste été pour mis avoir en de avant. l'activité, quoi. Non, mais même, il y a un mec qui a été mis en avant. Nassourdine, il ne peut pas attendre 1 an. Ouais. Sinon, Ça, il va c'est pour arriver. avoir de il va l'activité en attendant qu'il ait son combat pour la ceinture. Il Parce va arriver qu'effectivement, roulé. au niveau de la Shimaev, il ceinture, fait il y a chier. des trucs qui vont passer. Il y a Shimaev, il y a même Strickland. Moi qui prennent le combat, là, je trouve ça chelou. Je m'en fous, en fait, de DDP contre Strickland 2. Il devrait même pas exister, ce combat. Il devrait même pas exister. Je sais pas ce qu'il a fait Strickland pour l'avoir, ce combat. Il devrait même pas Ah, exister. c'est Strickland, il fait le spectacle. Il a gagné Costa. Et voilà. Et pour en euh, revenir à Adesanya, donc Costa, je trouve que c'est une bonne idée. Après, Costa, il a quand même disparu des radars. Alors, effectivement, on sait que l'UFC, machine de communication incroyable, ils arriveraient à mettre en avant les images de la leu dans la cage, là, et ils vont mettre que ça, ils vont tabasser, ils vont mettre les excuses de Costa, genre, ouais, mais j'avais trop bu. Ils vont jouer sur ça et ça va faire du spectacle. Mais au-delà de ça, bon, Costa, il a amené quelques petits trucs supplémentaires à son jeu. Il a amené un high kick jambe avant, qui est très beau d'ailleurs, très très beau. Mais est-ce que ça va changer la physionomie du combat? Ben non, ça va rien changer. Donc c'est un peu gagné d'avance, je pense. Quoique, on ne sait jamais comment Adesanya reviendra de ce deuxième KO. On ne sait pas du tout ce qui pourrait se passer. Voilà. Pour Caio, moi je suis pas convaincu ni par Caio ni par Caio contre Nassourdine. Moi je pense que effectivement Nassourdine ferait mieux d'attendre, mais bon, s'ils veulent de l'activité, je peux comprendre. À ses risques et périls, parce que Caio, il peut retaper un mec derrière et passer devant Nassourdine. Donc, Ouais. à toi de choisir, quel risque tu veux prendre. Shimaev lui-même, dans la logique, il n'est pas censé passer devant Imavov, étant donné ce qui s'est passé. L'UFC, c'est pas logique, l'UFC, frérot. Ouais, mais non, qui parce que je veux dire, pourrait il a- taper Caio pour Il a fait le taf, Nassourdine. Il a pris Ouais. 2 top 10, 2 top 5. Il peut attendre. Personne ne dit qu'il n'a pas fait le taf. On réfléchit. Non, mais tu me dis que Caio Borrado, il pourrait lui passer devant. Non. Ah si. Ah non. Si, Mais en si. tapant qui? En tapant qui? Parce que mettons, quel par nom serait exemple, mieux? Strickland, il perd, il revient vite, Strickland. Il est très actif. Il tape Strickland, il passe devant Caio. Strickland, il a fait une masterclass à Adesanya. Aujourd'hui, ça vaut plus qu'Adesanya, une victoire contre Strickland. Je suis pas sûr en vrai. Non, En termes je suis pas de legacy, Non, pas mais trop. Legacy, certes, mais sportivement. Ouais, mais même il sportivement, revoit un mec, il passe devant. Oui, mais tu viens de C'est dire, bon, l'UFC, c'est pas logique forcément sportivement. Et le fait qu'il y ait l'aura d'Adesanya, ça compte Ouais, c'est beaucoup. ça. Ça Bah, vaut ça n'a mieux. pas l'air d'avoir compté beaucoup pour Dana White. Dana White, il n'a pas crié « Ouais, c'est le prochain » à la conférence de presse. Bah non, mais Ouais, parce que parce lui, que il sait très bien Shimaev- ce qu'il veut. Voilà, il veut Non, mais Shimaev, il l'aurait il en a dit rien à foutre. si ça comptait encore aujourd'hui. Je sais pas. De toute façon, Dana White dit beaucoup de choses. Ok, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ça? C'était intéressant quand même comme combat. Bravo à Nassourdine. Ouais, Il nous a incroyable. régalé. On a hurlé, c'était incroyable. Surtout que le premier round, il était un peu compliqué quand même. Ouais. On a vu que les amenées au sol, elles n'étaient pas évidentes et qu'en plus, le volume en striking était un peu à sens unique. Ah, c'était parfait. Et on passe maintenant à un énorme combat qu'on attendait, surtout parce que c'était une rencontre stylistique assez incroyable. C'est MVP contre Chara.
Donc Michael Venom Page, son style karatéka, main basse, striking assez flashy, beaucoup de timing, c'est assez joli. Contre Chara, qui a montré quand même de belles choses ces derniers temps et qui semblerait être un striker assez unidimensionnel, le match-up était parfait. Finalement, qui avait envie de mettre un lutteur à Chara ou à MVP, franchement, ça aurait été triste, quoi. MVP qu'il a emporté dans une décision à sens unique, assez clairement. Chara a été dépassé par son style, par sa vitesse, par ses timings. Il n'a pas compris grand-chose. Il a eu un peu plus de succès sur le 3e round en mettant plus de pression. Mais bon, les juges ont été lucides. Ils n'ont pas fait n'importe quoi cette fois-ci. La décision était logique. MVP... par décision unanime, et évidemment, il y en a un qui a dit non, c'est pas juste, je pense que Chara a gagné, et qui c'était évidemment Mounir. Le copium. Ah, il est incroyable, celui-là. Il était incroyable. Il a osé nous dire que Chara avait gagné. Alors, vas-y, Mounir, explique-nous en quoi Chara, Boulette, Magomedov a gagné MVP, s'il vous plaît. Là, c'est plus Poulette que Boulette en ce moment. Mais pour moi, je pensais qu'il allait gagner parce qu'il est en Arabie Saoudite. Je pensais qu'il allait gagner. Donc, moi, j'étais persuadé que si ça va à la décision, en Arabie Saoudite, il mettrait Chara vainqueur. Là, c'était compliqué. Non, mais je veux bien qu'il y ait les juges qui fassent un petit effort, qui fassent un petit truc, là, qui volent un round. Mais là, quand même, c'était les 3 rounds. Rinat Fakhreddinov, ils l'ont bien mis vainqueur. Oui, c'est vrai. Non, mais vraiment, je pensais vraiment que si ça allait à la décision, Chara allait l'emporter. Mais en fait, je connais très bien le style de Chara. C'est un style que j'ai pratiqué, que je pratique toujours, que je connais très bien son style de combat. Il est surprenant dans son striking sur certains aspects, mais de manière générale, il est très conventionnel dans ce qu'il fait. Et face à un profil comme MVP qui, lui, est non conventionnel, moi, par exemple, je m'imagine face à MVP, combattre MVP, je suis perdu. Je suis totalement perdu. Je ne sais pas c'est quoi ce style. Je ne sais pas comment combattre ces mecs-là. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment m'y prendre. Et en plus, comment tu fais pour te préparer un mec comme ça? Comment tu fais en sparring pour faire venir un mec comme ça? Là, tu fais le gars, il a des timings, tu comprends rien. Tu te dis, le striking, c'est ton domaine de prédilection. Tu viens du Muay Thai. Le Muay Thai, chacun dira ce qu'il en veut. Pour moi, c'est le meilleur striking pour le MMA. C'est le meilleur striking, coude, genou, clinch, etc. En Muay Thai, permets-moi d'en douter, parce qu'MVP, il vient un peu te montrer le contraire. Oui, mais non. Il utilise un art martial qui, pour le coup, marche pas. C'est le karaté. Il arrive à le faire marcher, tu vois. C'est comme Wonderboy. Le style de Wonderboy, il est assez spécial. Mais ces mecs-là, en fait, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je pense que Chara, il n'a pas pris assez de risques, mais j'ai l'impression que ces mecs-là, si tu les touches, ils tombent. Parce que ce n'est pas des gens qui ont l'habitude d'aller à la guerre. Oui. Et ton menton il se façonne avec les guerres que tu fais. Il se détruit aussi, mais d'abord, il se façonne. La théorie des années 80, merci beaucoup Mounir, quoi. Wonderboy, quand tu vois ce qu'il prend contre Pettis, il en prend une, pas deux. Hein. Il en prend une seule, il s'écroule. Ouais, après, elle était spéciale. Il en prend une seule. Il en prend pas. Mais Superman Punch, quand tu t'y attends pas contre la cage, tu peux pas bouger et tout. Point du menton. Ah bah oui. Moi, je m'attendais. Pour moi, j'étais persuadé que Chara allait gagner. Je pensais que Chara allait casser la distance. Type, tu rentres, tu vas en clinch, tu places ton coude, tu places quelque chose. Ouais, mais comment tu fais? Parce que il y a des profils qui sont comme ça. Ils attendent que tu leur mettes la pression. On a parlé d'Adesanya tout à l'heure. On a dit oui, Adesanya n'aime pas qu'on lui mette de la pression. Mais en fait, si. Ça a été tout son game. Quand il était dans son prime, tu lui mettais la pression, il était contre la cage, il faisait pop, 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 il se barrait. Il a toujours fait des trucs comme ça. MVP, c'est pareil. Wonderboy, c'est pareil. En fait, il joue. Bon, c'est du in and out. C'est des blitz. Donc, c'est dur de comprendre le rythme. Et en plus, quand tu leur mets la pression, ils viennent trouver un angle avantageux. Et en plus, en sortant, ils te mettent un coup, très souvent. Ça, c'est au Wonderboy. Il se décale, il te met un coup dans un angle super chelou, parce que c'est peu orthodoxe, on va dire. Et ensuite, il est derrière toi, ou il est ailleurs. Voilà. Donc, Chara, effectivement, je trouve qu'il avait plus de succès quand il avançait, quand il mettait vraiment la pression à Chara, parce qu'on sentait qu'il y avait peut-être un risque. Mais MVP s'en est sorti. Pardon.
Au 3e round, Chara a décidé de mettre un peu la pression. Et quand tu regardes la différence de significant strikes, là, tu comprends que, ouais, en fait, il fallait faire ça les 3 rounds. Il se serait cramé. Parce Ah, que je MVP était un peu fatigué au 3e round. Un peu. Je pense aussi, c'est chelou, je sais pas. D'ailleurs, Mathéo nous avait dit un truc, il nous avait dit un truc tout à fait pertinent au moment de pronostiquer ce combat-là. Bon, on était quand même un certain nombre à voir MVP mettre une masterclass absolue en striking à Chara. Et il nous avait dit, Chara, il a déjà du mal à comprendre le premier round en striking contre Petrosyan. Alors, contre MVP, ça va être compliqué. Et c'était totalement vrai. Comment est-ce que tu veux comprendre un mec aussi incompréhensible si tu as du mal déjà à comprendre des mecs qui sont beaucoup plus lisibles? Je pose la question. En tout cas, voilà, bonne perf de MVP. Est-ce que Shadowski, toi, tu es un hater de MVP? Le MVP? Ouais, non, pas que je suis un hater, c'est que son style, je suis d'accord avec toi, il est terriblement efficace, terriblement bien exécuté, dans le bon sens du terme. Mais j'aime pas. Visuellement, il y a un truc qui me plaît pas dedans. Je trouve pas ça marrant. Je suis pas fan. Et comment dire? Ouais, il a fait un très beau job contre Chara Poudine. Il a gagné, pas de souci. Chara, je trouve qu'il a pas de points. Ça, c'est un problème que j'ai remarqué avec lui, c'est qu'il est très axé jambes. Peut-être son background Muay Thai. Oui, il a le double back fist, tu vois. Mais les points, mais c'est tout. Travail en points. Tu vois, c'est pas le genre de mec. Son anglaise, elle est pas ouf. Ah ouais. S'il se fait charger sur un blitz par un Michael Venom Page, c'est pas le mec qui va se baisser en voyant une overhand en contre comme Mike Perry l'a fait, par exemple, au BKFC. En revanche, un mec qui sait, à mon avis, qui sait battre MVP, et des deux manières avec lesquelles tu peux le battre, c'est Douglas Lima du Bellator. Donc lui, le premier combat, sa tactique, c'était de saper les jambes, mais fort, tu vois. Et pour le coup, Chara, il a de très bons low kicks, calf kicks. Il le faisait un peu. Et oui, il a de très bons calf kicks, Chara, mais c'est pas aussi puissant que Douglas Lima. Tu vois. Douglas Lima, ça pardonne pas. Oui, c'est pas la même. Et Douglas Lima, il a coupé l'arbre par le tronc. Tu vois, Et après, bon, magnifique uppercut, bien évidemment, mais c'est d'abord un low kick qui fait tomber Michael Venom Page. Et le timing, il était incroyable. Hein. Ouais. Cette séquence-là, waouh. C'est ça, mais ça vient d'un travail en calf kick. Deuxième combat, il se fait voler à mon sens. C'est une stratégie un peu plus Ian Garesque, là où il est venu lutter. Il a été patient, il a attendu les blitz de Page, il est passé en dessous en takedown, il l'amène au sol, il contrôle. C'est pas marrant à voir, mais c'est une manière de gagner MVP. Et je pense que lui, il a la recette pour le coup. Donc j'aurais aimé voir Chara peut-être un peu se dire, voilà, je viens du Daghestan, il faut que je sois fidèle à mes racines, tu vois. Et Alors là, moi, j'aimerais faire une dédicace à un gars que j'ai vu sur un forum sur Discord qui nous a dit non, mais Chara, il va gagner parce que de toute façon, c'est un lutteur. Ah non, c'est pas un lutteur. C'est pas un lutteur et probablement. Je t'explique le truc, c'est qu'il y a une catégorie de personnes, là, comme ça. Ils sont là, ils voient un mec avec une barbe, pas de moustache, ils se disent ça y est, c'est un lutteur. En Calais, c'est un lutteur. Ça y est, il y a lutteur et attention, niveau olympique, parce que c'est comme ça que ça se passe ici. C'est ça, d'où la haine. C'est ça. Donc voilà, t'as des mecs vraiment niveau. J'adore le Daghestan, vous savez mon amour pour le Daghestan. Il faut arrêter de surestimer les gens. T'es un bon lutteur, tu peux être un bon lutteur, il n'y a pas de souci. Mais à l'UFC, ça suffit pas d'être un bon lutteur. Il faut être un excellent lutteur avec un vrai. Évidemment. Voilà, avec un vrai niveau, avec un vrai. Et des menaces au sol. Ce que j'aurais mis, voilà, Géry, exactement. Ce que j'aurais aimé, c'est voir des menaces de la part de Chara. Pas qu'il lutte, parce que c'est pas son style, c'est pas un lutteur. Mais au moins qu'il place la menace là pour que MVP comprenne. Et au final, c'est MVP qui l'a fait. C'est MVP qui a initié les phases de lutte, les phases de clinch. Mais MVP, il est meilleur en lutte, il est meilleur au sol que Chara. Oui. Il est meilleur partout, en fait. Mais tu vois, Adesanya, il n'est pas meilleur qu'Imavov, mais il a quand même fait il est quand même allé dans les scrambles, il a même amené Imavov. Mais justement, parce que Adesanya, il a bossé son style pour avoir une takedown défense irréprochable. Donc, il peut annuler la lutte de Nassourdine. Même un moment, offensivement, là où il emmène Nassourdine, tu vois, dans le combat. C'est pas comptabilisé, parce que c'est un flash, pas un flash takedown, pas un flash knockdown.
Mais tu vois, au moins qu'il place ce doute, ce mini-doute, ce micro-doute pour mieux travailler en striking derrière. Ouais. Mais peut-être que c'est une piste à étudier pour la suite de sa carrière, qui sait. En tout cas, Qui bosse autre chose que le striking. Mais moi ça me dérange de voir un mec top 15 qui perd son 0, tu vois, il était undefeated, il n'avait pas perdu, voir le combat lui filer entre les mains comme ça. Ça non, mais attends. Pourquoi il a perdu? Parce que l'UFC lui a donné des combats hyper avantageux. Oui, je suis d'accord. L'UFC, ils ont fait comme pour Pereira et tout, ils lui donnent que des strikers unidimensionnels, comme ça il va y avoir du spectacle. Et moi, j'ai rien contre ça parce que ça fait très souvent de très beaux combats, donc moi j'aime beaucoup. Mais voilà, Chara, en vrai, tu lui mets un lutteur à l'entrée à l'UFC, tu le finis. C'est comme ça. Mais on va lui envoyer Vettori, là. Même s'il a eu des match-ups faciles, te laisse pas prendre ton 0 comme ça, frérot. Sois un peu plus actif. Même si tu te fais KO, j'en ai rien à foutre. Après, il est frustrant, MVP. Hein. C'est ça. Regarde la réaction de Hollande. Hollande qui combat MVP, il avait la rage parce qu'il comprenait rien, il savait pas. Il était là, vas-y, c'est pas du jeu. Tu sais, comme quand t'es un mec, il est tellement au-dessus de toi que limite, il joue avec toi. Il joue avec toi, qu'est-ce que tu fais? C'est bien, comme on disait au début, c'est très bien exécuté son style, mais voilà quoi. Ian Gary, tu vois, il s'en est pris des mandales contre MVP. Il a encaissé. Il se faisait dominer en striking. C'est ça que je reproche. C'est ça que je le reproche. Pour moi, tu aurais dû accepter d'aller au feu, prendre 2-3 coups pour le tabasser derrière. Mais non, il n'a pas voulu. C'est ça. Ouais. Moi, je suis content. La victoire de Ian Gary, elle vieillit bien. Beaucoup de gens le critiquaient. J'ai toujours défendu. Et au final... Mais qu'on le veuille ou non, ça montre que Ian Gary, il n'est pas unidimensionnel. Ça veut dire que, bon, ok, il est dangereux. Très intelligent, surtout. C'est pas du tout le meilleur striker de la catégorie, mais il sait faire en sorte de gagner. Donc ça, tu peux pas lui enlever. Il est bon dans l'adversité aussi, tu vois. Il peut perdre et il revient, tu vois, contre chaque il a le mental. Non, mais Gary, clairement, c'est un champ potential. C'est... Bon, Mounir. Ça y est. Mounir, il y a 2-3 ans, t'aurais jamais dit ça. Moi, je le disais depuis, Mounir. Tu sais ça, je le disais depuis. Mathéo, comment s'appelle le... Après Shafkat que je me suis réveillé. Ouais, mais c'est trop tard, comment il s'appelle le gars avec qui on a fait un podcast dédicace à toi? Les Journeyman. Quand il est passé sur la chaîne, j'avais dit, vous pouvez revenir, j'avais dit, Ian Gary, potentiel champion. Je me rappelle. Moi, j'y crois toujours pas. Oui, non, mais attends, je suis pas un hater de Gary parce que j'aime bien, moi je le respecte. Avant j'étais un énorme hater et depuis comment il s'appelle avec un nom depuis Rodriguez, là je me suis dit ok, ce qu'il a fait à Rodriguez c'était super intelligent. Ce mec là il a un truc. Bah, moi depuis je respecte Gary en tant que combattant, mais je pense pas qu'il a le truc du champion. Je pense pas il lui manque un truc. La preuve c'est qu'il a perdu pour Shafkat. Il lui manque le petit truc quoi. Peut-être un peu de dangerosité au sol, peut-être, parce que quand il a pris le dos face à Shafkat, il aurait pu finir, il n'a pas fini. Bah, Shafkat, c'est un bourbier. Il était proche. Lui, il va pas se taper pour son 0. Son 0, il va donner sa vie pour son 0, Shafkat. C'est un 0 qu'il a? Il est invaincu? Ouais. Il est invaincu. Ah ouais. Bien sûr, je crois que Ian Gary, il était invaincu avant Shafkat. Ouais. Shafkat Gary, c'était un duel d'invaincu. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est pas un podcast sur Gary. On revient clair. Le manque de professionnalisme, les gars. Donc voilà, en tout cas, MVP contre Chara, c'était un très beau combat, je trouvais. Moi, j'aime bien ce style-là. Je comprends que les autres, ça ne leur plaise pas parce que c'est un style d'annulation. Effectivement, ça peut être frustrant, mais moi, je trouve, bah oui, absolument. Je trouve le timing est tellement beau et puis son style, il est rare. Moi, j'aime les styles rares. Donc j'aime bien ça. Comme Wonderboy, comme tout ça, je trouve ça très chouette. Et oui. La retraite vite là, c'est bon. Non, moi j'aime pas les styles anti-style. C'est-à-dire que mon style, c'est de faire en sorte de pas le dire. Bref, vas-y, passe à autre chose. C'est quoi ton style préféré de combattant, mon pote? Le mec, il nous a saoulé avec Ulan Bekov, il nous a saoulé avec tous les off de la terre qui font quoi? Qui t'amènent au sol et ils bougent plus. Et le mec, il dit non, moi, j'aime pas les styles qui annulent les autres styles. Non, mais. Vas-y, passe à autre chose. C'est le monde. Non, mais. C'est gonflé quand même. Non, mais si je vais trop long, si je vais dans la digression, on va rester trop longtemps, j'ai pas envie d'aller dans. Grave. Autre combat énorme pour les Français, on va en parler. Fares contre Mike Davis. Fares Ziam, bon, il a fait une perf assez incroyable.
Lui, son évolution, je la trouve géniale parce que on se souvient du combat contre McKinney. D'ailleurs, lui-même en a parlé après combat. Il dit non mais McKinney, ça c'était avant. Maintenant, je prends McKinney, je suis sûr que je le bats. Et je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que contre McKinney, il s'est fait attraper en lutte et tout, et ça s'est mal passé. Il a perdu assez vite. Mais il a appris de tout ça. Il a pris le temps, il a changé son style, il a comblé les lacunes. Et franchement, là, ça se voit. Ça commence vraiment à être solide. Il sortait évidemment d'un chaos énorme qui a fait le tour du monde avec un genou magnifique. Et là, il est entré, il a fait des dégâts debout. Il s'est allé au sol, c'était dangereux. Et, l'adversaire, Mike Davis, vraiment dangereux au sol. On sentait qu'il était tricky. Il voulait... Le mec, il te prend le dos, il te prend la jambe, il te prend le bras en même temps. Puis tu secoues dans un scramble, il t'attrape l'orteil. Enfin, ouais. Franchement, c'était dangereux. On a vu un truc assez surnaturel de la part de Fares. On a vu sa jambe se plier en W. Sa jambe faire un angle. On n'a pas compris ce que c'était. Mais apparemment, ça va. Cet homme il a dit qu'il il a rien au genou. Cet homme est en pâte à modeler. Il n'a pas de ligament. Sachez-le. C'est une sorte de Ferguson. Il sort d'un manga, c'est pas possible. Ouais, c'était trop drôle. Voilà. Après, pour entrer plus en détail, ce qui était tenté par Mike Davis, c'était une sorte de mélange entre calf slicer, c'est-à-dire vraiment quelque chose pour attaquer le muscle, pour venir scier en quelque sorte le muscle avec son propre os, quoi, et en venant appliquer une pression. Et en même temps, il était tourné sur le côté, et ça ressemblait plutôt à une clé pour faire exploser le genou. Donc peut-être que c'était le fait que c'était entre les deux qui a fait que ça n'a pas marché, mais visuellement, c'était quand même spécial. Qui veut me parler de ça en premier ? Mounir. Vas-y, Mounir. Pourquoi pas. Je peux vous parler de Yam, c'est le compatriote. C'est le compatriote de mes deux nationalités, donc ça me fait plaisir de parler de lui. Non, grosse montée en compétence de Fares Ziam qui nous prouve encore une fois qu'il arrive à improve. Comment tu traduis ? S'améliorer. Il arrive aussi à s'adapter en combat, parce que d'après ses propres dires, il s'est pété le poing au premier round. Ouais. Comme un certain Omar Nurmagomedov. J'allais en parler. La seule différence, c'est que lui, il a gagné. Il a réussi à s'adapter. Il a réussi à s'adapter en fonction de tout son panel qui lui restait en dehors de sa main gauche. Et putain, il est fort. Il est vraiment fort. Là, je disais que Fares, vraiment, il est fort. Fares, il est vraiment fort dans le sens où ça peut te faire paniquer quand tu te blesses au premier round. Tu te dis, putain, je suis blessé, qu'est-ce que je fais ? Il est resté calme. Il n'a même pas montré. S'il n'en parlait pas, personne n'était au courant qu'il était blessé. Surtout que son poing, il s'était pété le poing. S'il n'en parlait pas, personne n'était au courant. Le calme et en fait, c'est à l'image du personnage qu'il est en dehors de la cage. Quelqu'un de très calme, très posé. Pas dans l'esclandre, pas dans ce qu'on voit habituellement des combattants de MMA outre-Atlantique, par exemple, qui sont beaucoup dans l'esclandre, beaucoup dans les paroles. Lui, il est tranquille dans son coin, il fait son petit bonhomme de chemin, il fait sa petite carrière. Et là, je veux rien entendre d'autre pour lui qu'un top 15. C'est obligatoire. Dana White, je sais pas si tu le regardes. Gros chauve, là. Regarde-moi bien. Fares, c'est un top 15, gros. Fares, c'est un top 15. On veut pas que tu nous parles de faut encore prouver, nanana. Tu lui donnes un top 15. Il l'a dit, je pense, en conférence de presse. Il l'a dit qu'il allait lui donner un top 15. Ouais, il faut lui donner un top 15. Ça y est, c'est bon. Il a 5 victoires d'affilée. Il y a des gens, Benoît Saint-Denis. 3e plus grosse winning streak en lightweight. Il y a des je prends l'exemple de Benoît Saint-Denis, pour moins que ça, ils lui ont donné Poirier. Et à un moment donné, il faut lui donner le respect à Fares, et il faut lui donner le respect qu'il mérite. Ça fait un moment qu'on se dit, et si, est-ce que là, c'est le combat où il va flancher? Là, c'est bon, c'est un vrai contender. Il est solide. Là. En fait, si tu veux, toutes les failles qui étaient vraiment exploitables facilement, elles y sont plus. Et il en parle. Si tu veux aller l'amener au sol, bon courage. Si tu veux aller au sol pour le finir, bon courage. Si tu veux rester au sol avec lui pour le KO, bon courage. Bon. Et c'est ce qu'il dit en conférence de presse d'après-combat. Il le dit, je pensais qu'il était meilleur en lutte. Il m'a dit, il est très fort au sol,
mais en lutte, je le pensais meilleur que ça. Mhm. Et c'est de bon augure pour la suite. C'est de bon augure. Il n'est pas sorti très amoché. Il a subi sa première coupure. C'est bien. Un peu premier trophée de guerre, c'est une bonne chose. Et non, on attend. Moi, j'attends la suite avec impatience. Et contrairement à beaucoup, je suis pas opposé à une opposition franco-française, sans vouloir citer de nom. Mais bon, il semblerait, ça, d'après un certain compte MMA sur Twitter que je ne connais pas, que le Français en question soit booké contre Joël Alvarez. Non, mais c'est bidon, ça. Ça, c'est fake. C'est du troll. C'est bidon, c'est un faux compte. Du Ben Carter. Opposé à une opposition franco-française à Paris, en main event. Non, on fait pas ça. Ça serait vraiment... non, il veut créer une guerre civile en France. Non, mais t'es un malade, mon pote. Ah là là, le mec qui aime le chaos. Il aime le chaos et la souffrance. Non, mais arrête. Mathéo, c'est ton compatriote, là. C'est un Lyonnais. Un Lyonnais, t'en parles pas en premier. Qu'est-ce qui se passe Mathéo? Il m'a fait vibrer encore une fois. Franchement, là, c'était... Il y avait beaucoup de... Moi, je connaissais très peu Mike Davis. Il était très peu actif. Et de ce que j'avais entendu, c'était surtout que c'était quelqu'un qui était très, très fort au sol. Et j'ai même été surpris que dès le début du combat, il se met directement sur son dos, en fait, carrément. Il cherche même pas à amener au sol, vraiment. Il veut pas rester debout avec Ziam. Clairement, il savait très bien que ça allait être compliqué. On le comprend. On le comprend, mais je m'attendais à un minimum d'opposition. Il était même favori, donc je m'attendais quand même à quelqu'un qui mette à dire une adversité à Ziam, on va dire plus complète au niveau des skills, mais au final vraiment il voulait vraiment pas striker avec Fares. Et ce que j'aime bien avec Fares, là qu'on voit dans la série des combats, au fil des combats, pardon, Fares avant souvent il touchait plus même que souvent ses adversaires, sauf que là vraiment on sent quand il touche, ça fait vraiment mal. Même physiquement, regarde le physique qu'il a combat après combat. Là, il a un vrai physique de light. Ouais. Les travaux de son prépa physique, ils sont là. Il est vraiment devenu, franchement, il a un physique très proche, je trouve, à un Charles Oliveira, franchement. Bien grand, longiligne, sec. Et là, maintenant, tu sens quand il tape, c'est vraiment. Et il a vraiment aussi bossé son anglaise. Je trouve les combos, quand il touchait, il y a des moments où Davis était vraiment pas bien. Et même au sol, là, il panique pas du tout. Franchement, défense. Final, c'est même lui qui a initié plus souvent la lutte, comme il a pu le dire Mounir, surtout parce que apparemment il s'était cassé la main au premier round. Et c'est ce qui a changé totalement le game plan, parce que je pense que sinon, il aurait tout fait pour garder le combat debout. Et je pense qu'il aurait même pu sûrement avoir un finish, parce que Davis, il voulait vraiment pas de cette fumée debout. Et là, franchement, la performance a été parfaite. On s'est fait un peu peur quand même sur la soumission avec le genou. Mais bon, apparemment, il est fait d'élastique, donc tant mieux. Et d'ailleurs, là, ça, imagine pour ses futurs adversaires, ça pourrait avoir un impact. On se dit, je vais attaquer la jambe, ou je sais pas, mais d'un côté, ce mec, il est tellement souple. C'est bizarre, tu vois. Moi, ça me donnerait pas confiance pour faire un game plan comme ça. Sur les clés articulaires, c'est sûr que tu te dis, le gars, en fait, il va jamais taper, donc compliqué. Mais sinon, franchement, la performance a été parfaite. Là, comme a pu le dire aussi Mounir, il faut un top 15. Moi, j'aimerais bien un vrai contre Turner. Turner, je trouve que ce serait, au niveau stylistique, franchement, ce serait parfait. Et je pense que Ziam, il aurait clairement ses chances. Et là, franchement, là, c'est tout droit maintenant. J'espère que les Français vont mettre un peu plus de respect, que ce soit aussi sur Imavov, parce que comme on a pu le dire aussi hors podcast, il y avait très peu de hype pour cette carte. Ouais. Alors qu'au final, Imavov, il avait clairement, c'est un des plus gros combats pour le MMA français. Et Ziam, c'est pareil, c'était quasiment une porte d'entrée pour le top 15. Donc on a eu très peu de hype en France. Et je trouve que bon, ça a manqué. Mais là, en tout cas, j'espère qu'ils ont vraiment, on va dire, mis tout le monde d'accord. On va dire que c'est pas les mêmes choses d'avoir des skills pour communiquer, pour faire du bruit et tout, et pour combattre. Mais là, effectivement, on a une poignée de combattants qui sont plutôt classe. Question, si vous me permettez. Vas-y. Petite question. Mathéo, si le prochain combat de Fares, on lui donne le Gamrot, c'est pour qui? Moi, je suis pour Ziam direct. Voilà, Mathéo, c'est ça qu'on voulait.
Voilà, en fait, tu reviens à la raison, bravo. Non, mais j'ai mené une guerre sans merci à tous les gens qui supportaient Frévola au moment où il devait affronter Ziam. C'est pas pour au premier gars que j'aime bien, étranger dans la KT, qui affronte un Français que je vais. Non. C'est sûr. Mais là, ouais, non, c'est Ziam. Mais quel plaisir, franchement, quand il a fait cette performance, j'étais au max déjà. Et après, Imavov qui met le KO, j'étais Ouais, pas c'était cool. parfait. Là, il manque plus qu'à. J'invite Ziam à manger un tacos à Lyon, même si je pense que. Bon. Et aussi, ouais, faut rendre les lettres de noblesse à son coach. Il est très peu cité, mais Fatar Menan, c'est Fatar Menan. Fatar Menan. Et franchement, et même aussi son coach de boxe anglaise, je sais plus, j'ai oublié son prénom, mais cross counter à Lyon, sa salle de boxe. C'est propre. Ouais, c'est propre. Franchement, quand on voit l'évolution de Ziam, c'est. Ah, il y a une intelligence derrière tout ça. Il y a quelqu'un, celui qui a décidé de En plus, comment calibrer les choses. Chapeau. Ce qui est intéressant avec Ziam, c'est que quand il décide de commencer ses camps et qu'il décide d'aller à l'étranger pour appréhender son panel de techniques, il va pas tout seul. Il va avec son équipe. Ouais. Et puis même, et ça, c'est excellent. C'est son équipe, c'est un petit cocon. Ils sont pas 20 000, ils sont 5-6 en tout. Et à chaque fois qu'ils se déplacent aux États-Unis ou quel que soit l'endroit où il va, ils vont tous ensemble. Ouais, et il y a quelque chose qu'on oublie, c'est qu'il est là depuis 2019 à l'UFC. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment pu évoluer et on peut le voir. Et c'est un gars qui constamment, on voit qui step up dans tous les domaines. Il n'y a pas forcément qu'un domaine où il avance. Et c'est un gars qui était allé au Kicklift il y a bien longtemps. C'est un des Français, on va dire, je trouve, un précurseur dans ce qu'il fait au niveau de comment il gère sa carrière et comment il essaye d'évoluer, on va dire. Ouais. J'aimerais bien qu'il aille au Daghestan. Tout est Qu'est-ce que tu veux vas-y, Mounir. Non, je parle sérieusement, je parle vraiment sérieusement. En fait, j'aimerais bien qu'il aille au Daghestan, pas pour développer sa lutte, parce qu'il a une lutte qui est somme toute correcte, c'est surtout pour qu'il travaille le sol. Ouais, mais qu'il aille au Brésil, du coup. Soit au Brésil, soit au Daghestan. Mais après, ma préférence va vers le Daghestan, et je pense que sa préférence va vers le Daghestan. Bien sûr, parce que les fameux jiu-jitsu samboïstes du Daghestan. Il devait aller à AKL justement avant ce combat, s'entraîner du coup avec pour le camp où Makhachev avait fait. Sauf que le combat a été booké et il a préféré faire sa préparation à Lyon. Mais il devait justement aller à AKL. Il avait dit que c'était par rapport à son manager Ali Abdelaziz qui avait fait la connexion. Donc pas impossible que. Non, c'est pour ça que je dis ça. Il a le même manager qu'Islam. Mais l'erreur, ça serait d'aller au Daghestan et de faire la lutte. Tu vois, parce qu'en vrai, on parle des mecs qui sont forts au sol, mais il n'y en a pas 36 000 au Daghestan. Ils sont très très forts en lutte, surtout lutte olympique, ils ont un vrai style. Mais cette lutte-là, elle ne fonctionne pas super bien en MMA. Par contre, il y a l'école Abdul Manap et la team Rabib qui ont développé un style de mélange de sambo, de cette lutte-là et de judo, beaucoup. Qui fonctionne très bien, mais c'est pas n'importe où au Daghestan, quoi. Il faut parler aux bonnes personnes. Alors que si tu vas au Brésil, il y aura beaucoup plus de chances pour que tu trouves vraiment ce qui manque à Fares, c'est-à-dire vraiment un sol dangereux, quoi. Moi, je dis, tant qu'il va pas le travailler en Thaïlande comme certains, ça va. Ça, on est d'accord. D'ailleurs, Shadowski, tu as des trucs à ajouter sur ce combat ? Pour moi, vous avez été très complet. Moi, je suis, comme vous, très surpris du progrès qu'il a fait, enfin des progrès qu'il a fait. J'ai vu tous ses combats, sauf celui contre le Sud-Africain, qui est le premier, si je dis pas de bêtises, son premier à l'UFC. Dommage, ouais. Et ouais, très, très surpris des progrès qu'il a fait. Moi, j'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi il a pas striké contre Terence McKinney. C'est genre, t'es champion ISCA, t'as tous ces accolades en kick européen amateur, tu vois. Pourquoi t'as peur d'un random de l'Oregon, frère ? Alors, parce que McKinney, il avait déjà une aura à l'époque. C'était vraiment l'aura du gars qui finit parce qu'il avait fini un gars en 6 secondes. Il n'y avait que des trucs comme ça. Et aussi parce que tout simplement, il s'est fait avoir. Il s'est pris un takedown, ça s'est mal passé. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est McKinney qui a pris le dos. McKinney qui blitz, Ziam, il lui met un low kick à l'extérieur de la cuisse et il fait tomber McKinney. Donc là, c'est parfait. Et il se jette sur lui pour initier la lutte. Et il se fait retourner en lutte et puis soumettre par la suite. Ouais. C'est-à-dire que debout, c'était propre ce qu'il faisait pour le moment. Moi, j'aurais été un peu plus patient que lui
debout. Je pense Il était jeune aussi. Il était jeune, oui. Fares. C'est des erreurs. C'est comme ça que tu apprends et que tu arrives à ce niveau. Regarde Au final, aussi. lui, il est en main card, McKinney, il est en undercard. Voilà, ça C'est ce que beau. je voulais dire. Je vous l'avais C'est dit magnifique. en off, mais ça dit quelque chose. Ça dit Ouais. quelque chose. On voit la différence d'évolution. McKinney, ok, il avait un Son truc, carrière. il était spectaculaire, mais le truc, c'est que c'était pas. Les choses n'ont pas été aussi bien construites. Là, C'était une étoile filante. l'écart se Ah, c'est creuse. bon film. Bon film, il a éteint l'étoile filante. Ouais, il s'était fait éteindre avant. Bon film. Drew Dober, hein. Ouais, Dober, mais éteint. surtout bon film. Les gens, ils retiennent beaucoup le genou sauté, le double genou sauté là, de bon film. Mais Le genou contre de Drew Woodson Dober, aussi. contre Dober, c'était caractéristique d'une carrière mal gérée pour moi parce qu'il a pris un short notice. Si vous vous souvenez bien, c'était un combat, c'était un peu compliqué. Il a pris le combat un peu comme si, tu sais, genre, moi je prends tout le monde, venez. Et il a voulu échanger comme un débile avec Dober. Le combat, en fait, il était super bizarre parce que McKinney lui roulait dessus pendant le début de ce qu'a duré le combat. Et puis au bout d'un moment, Dober étant Dober, avec sa grosse mâchoire, là, il a pris les coups et puis ensuite il est revenu. Voilà, pour moi, ça transpire pas l'intelligence, on va dire, ni dans le game plan, ni dans la gestion de carrière. Donc j'espère que McKinney fera mieux que ça. Et pour en revenir au combat contre Fares était jeune. Fares était pas le même physiquement aussi. Je me souviens contre Vendramini, etc. En fait, on se disait, mais Fares, il faisait des choses très belles techniquement, striking, mais en termes de dégâts, il manquait un truc. Ouais, voilà, c'est ça. surtout. Il pouvait le contrôler à distance. Mhm. Terence McKinney, je pense, selon moi, Terence McKinney, il a qu'un round de combat. Après, il est finito. Hein. Il a un Ouais, round mais dans- rétrospectivement, c'est facile à dire, mais sur le moment, Oui, c'était. bien sûr. Non, mais moi, je te dis, j'arrive pas à comprendre. Et même lui, il l'a dit. Il l'a dit, je recombats McKinney, je l'ouvre. Tu vois. Oh, grave. Donc, c'est ça. C'est juste une petite coquille dans son bilan avec celle de Don Mage, mais autrement, c'est. Et moi, Très ça bon. me choque pas parce que ça fait partie des épreuves à passer. Voilà, il a passé Et, ça, maintenant il évolue. Exact. Et même si Dana veut faire le crevard et pas lui donner un top 15, ce qui serait une injustice à mon sens, tu lui donnes un Drew Dober, tu lui donnes un Carlos Diego Ferreira, tu lui donnes un Bobby Green, et s'il les bat, tu lui donnes une place dans le top 15 directement. Bobby Green, Normalement, il est booké, je crois, Bobby Green. normalement bon, je disais battre ça, Bobby effectivement. Green, ça te donne un title shot. C'est une règle de base de l'UFC. Voilà. En tout cas, ça te donne minimum une place dans le top 15, si tu passes ce genre de gars. Donc, mais normalement, top 15. Hein. Et Dana l'a dit. Donc, mais Tu manques après, de Dana, respect au GOAT des lightweight, t'as pas honte. Toi. C'est vrai. En tout cas, voilà, très beau combat. Merci Fares, c'était trop bien. On va suivre le reste de sa carrière. Enfin, c'est vraiment, vraiment de bon augure. J'aime. Dernier combat de la carte, on va en parler vite fait parce qu'on s'est un peu éternisé sur les précédents, mais il y avait des choses à dire. On aimerait juste parler un petit peu de Saïd Nurmagomedov contre Oliveira. Oh, j'ai cru que t'allais dire Pavlovich. Je refuse de parler de ce combat. Non, ça ira. Ah, c'est un Lewis Ngannou bis. Voilà, rien que voir le combat, c'était assez. On va pas en parler en plus. C'est bon, stop. Parle pas de ça. Donc, non, là, on a eu Saïd contre Oliveira. Saïd, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, techniquement, en striking, il apporte des trucs super jolis. Parfois aussi, il a ses histoires de guillotine et tout. Enfin, c'est assez sympa à voir, mais ça dure qu'un round. Alors, c'est joli. Hein. Il te fait des kicks, ils sont très beaux, très bien timés, très rapides. Et il fait des trucs, ça tourne dans tous les sens et tout. Passer 5 minutes, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est l'école Zabit. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il a exactement Non, les c'est mêmes plus, poumons que Zabit, Salikov. je pense. C'est sur son striking, c'est plus l'école Salikov. Non, mais là, il te parle surtout du cardio. Il manquait pas de respect à des légendes disparues. Là. Et d'ailleurs, Zabit et Salikov, bien, ils sont pas entraînés au même endroit? T'as dit quoi? Zabit et Salikov. On va demander Je à sais Mounir, pas. ça. J'ai Oui, lorsqu'il demandé, voulait du Daghestan. Non, un collab. Tu sais, l'école Sanda, ils ont pas fait du Sanda Ouais, ils ensemble viennent du Sanda, les deux. Mais Zabit, je pense qu'il était dans un établissement privé, tu sais, peut-être. en mode avec des dortoirs et tout, là où tu Ouais. t'entraînes tous les jours au Kung Fu. Peut-être. Et, Bon, en tout cas, voilà. Donc, Sauf- ce combat-là, est-ce que quelqu'un a un truc à en dire? Oliveira, qui est un petit tricheur, je tiens à le dire. Petit tricheur. Il a mis un bon high poke, il a fait exprès. Il a combattu avec la cage thoracique, enfin des côtes pétées, Ouais. en tout cas, de ce que j'ai entendu. Ouais. De ce que j'ai- Et il s'est pris un sale coup de pied retourné, d'ailleurs, Ouais. dedans. Il a dit. C'est ça qui pète. Il est retourné et qu'il lui pète la côte.
Ah, c'est les Non, coachs. mais- J'ai entendu qu'il venait, avant le Ouais. combat, il venait Voilà. avec des côtes cassées. Voilà, il avait eu une blessure comme ça à l'entraînement, et là, prendre ce coup-là, c'était un peu dangereux, quoi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un truc sur ce combat qui était... Non. Bah, moi, je vois du coup Vinicius Oliveira faire du mal dans la KT quand même. Franchement, il est. Ouais, il je était trouve- cramé aussi, hein. Ouais, il était cramé, mais. Vinicius, hein. Il était cramé. Il a call out un autre mec cramé, c'est Oumar. Mais bon, il aura pas le match. Non, il a call out Ousmane. Il s'est trompé. Ouais. Ouais, c'est vrai, en plus. Ça, c'est un peu trop gros pour lui. Non, mais il y a un problème de cardio chez Nurmagomedov. Il faut faire quelque chose. Hein. Ouais. Enfin, on en parle. Ah, il y a un problème là. Je sais pas si Ouais, c'est pas la même famille. pas Hein. si- Saïd et Omar, c'est pas la même famille, mais c'est le même Mais je combat. crois je suis sûr ils ont un lien de famille. Sûr, ils ont un lien de famille, au moins un ascendant ou deux ascendants. Il y a un problème chez Nurmagomedov là. Vraiment, je sais pas ce qui se passe dans les montagnes, dans les Crazy Mountains là, mais il faut faire quelque chose. Là, le niveau cardio, Oumar, je pense qu'il doit courir, 3-4 fois par jour, 10-15 km. Et Saïd, je sais pas qui s'occupe de lui, mais non, tu peux pas avoir un round dans les jambes et disparaître au deuxième, parce que tu regardes le panel technique de Saïd et le panel technique de Vinicius, Saïd est au-dessus. Il y a pas de photo. Saïd est un meilleur striker que Vinicius. Ouais, mais après, il y a un truc aussi, c'est le coût énergétique de son style, il est énorme. C'est-à-dire que des kicks dans tous les sens qui tournent et tout, quand t'as pas de cardio, c'est peut-être pas le bon style, quoi. Il est là le problème. Techniquement, il est meilleur, mais physiquement, c'est Vinicius qui a remporté ce combat grâce à ses qualités physiques plus que techniques. Non, mais il faut dire à Makhachev de rendre la pharmacie, quoi. D'ailleurs, le gars, il partage pas, quoi. Oh. Vinicius, je kifferais le voir contre Taylor. Ça m'intéresse ce combat. Hein Ouais. Ouais. Pourquoi pas. C'est vrai. Et pour Saïd, il prendra quelqu'un, hein. Qui que ce soit, mais bon. J'imagine qu'il prendrait quelqu'un, oui. Je crois qu'il est plus dans le top 15. Il était top 15 encore, donc là, il va descendre. Ouais, il va descendre. Ouais. Là, je pense Taylor, je crois, il a 2 ou 3 victoires d'affilée, il me semble. Taylor, ouais. Taylor, il a Kaolan Logran, il a. Non, mais il avait perdu entre-temps contre Bacharat. C'est contre Farid Bacharat. Ouais. D'ailleurs, ouais, c'est qui combat? Il y a Javid Bacharat qui combat quelqu'un là bientôt. Bientôt. Tu me parles de la semaine qui Et arrive. là, la Pilus est sur 2 victoires. Staman et Morales. Ouais, voilà, Staman et moi. Ouais. Ouais, non, il peut prendre Vinicius, hein. Il peut le prendre. Vinicius Lapillus, je signe. Ouais. Bon, ok. C'est le seul Français. C'est notre seul Français qui n'a pas de combat. Ils ont tous un combat, tous les Français dans toutes les KT, en dehors de. BSD aussi. Je regarde pas les meufs, je m'en fous un peu, mais d'accord, je m'en fous pas. Ok, c'est bon. Stop. Oh, le menteur. Tout ça parce qu'on s'est moqué de lui, parce qu'il était fan de Maverick. De Miranda Maverick. Ça y est, maintenant il veut faire le mec. Non, moi les meufs, je m'en fous. Non, mais. T'as le droit. T'as le droit à mourir. Nora n'a pas de combat. Nora, elle n'a pas d'adversaire. BSD. On n'a pas de combat pour Nora et Taylor Lapillus n'a pas de combat. Le reste des Français qui sont à l'UFC, ils sont tous bookés. Non, BSD gagne. Ouais, mais BSD, lui, il a raison de se mettre sur le côté. Ouais. Gann, il vient je dis pas le contraire. Et Gann, il fait du cinéma, donc. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. C'était un petit peu long, on est désolé, mais on avait des trucs à dire. Et voilà, c'était notre réaction. On a essayé de faire ça tôt, pour que les gens puissent avoir l'impression d'avoir une vraie réaction, pas 2 mois plus tard. Parce qu'on est capable de faire ça aussi. D'ailleurs, ce qui va sortir ensuite, c'est la réaction à la carte de la semaine d'avant, tellement on manque de logique. On est comme ça, voilà. C'est notre professionnalisme qui est en train de se former. On espère que ça va évoluer comme la carrière de Fares. On espère que nos erreurs vont nous apprendre des choses, mais il y a peu d'espoir. Merci les gars d'être passés. Merci Mystique, Matt, Mounir et Shadowski. Et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de laisser des commentaires, de nous laisser vos pronos pour ce que vous voulez. On lira tout, on y répondra. Et à la prochaine. Ciao. Ciao. Salut.